Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'interview avec Benjamin Verdeau, je tiens à vous préciser que cette interview est sponsorisée par Winnex. Je précise également aussi que cet épisode n'est en aucun cas un conseil en investissement. Voilà, c'est juste un échange que je fais avec Winnex, mais il est sponsorisé, donc c'était important pour moi de vous le préciser. Maintenant que tout est clair, on lance tout de suite l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Verdeau, cofondateur de Winnex, une plateforme de trading de cryptoactifs qui est en cours de lancement. Bonjour Benjamin, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Hello Thibaut, écoute, très très bien, merci de m'avoir invité, je suis ravi de participer à cet exercice avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, tu as un parcours atypique, mais tu as aussi un profil très axé finance traditionnelle. C'est ça qui me plaît beaucoup parce qu'on pourrait changer et comparer un peu le modèle de la finance traditionnelle avec le modèle financier un peu de la crypto, de ce nouveau marché émergent. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et notamment la première expérience que tu as eue pour une entreprise pour laquelle tu as travaillé plus de 10 ans? Alors oui, moi j'ai commencé donc par une école de commerce, formation école de commerce, spécialisation finance, et j'ai rejoint ensuite Natixis Asset Management, donc dans la gestion d'actifs, puis en 2010, un courtier américain spécialisé donc sur le trading de devises et de matières premières et produits dérivés. Donc, j'ai participé, à la création du bureau parisien. Nous sommes rapidement devenus leaders sur le marché français, devant, par exemple, IG Markets, Saxo Bank, CMC, XTB, des concurrents, avec plus de 20 à 25 des parts de marché. Au sommet, la société réalisait l'équivalent de 1 000 milliards de volume, par mois. Donc sur les devises, nous étions listés, donc cotés sur le New York Stock Exchange aux États-Unis. C'est une société américaine qui appartient à la banque américaine Jefferies. Donc malheureusement, la société a connu des problèmes réglementaires aux États-Unis, ce qui a causé un déclin et une diminution de ses activités. Voilà, donc c'est des problèmes assez similaires à ce que rencontre Binance actuellement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Non seulement on voit que tu es allé tout en haut de l'échelle sur votre domaine, vous avez vraiment côtoyé les plus grands. Ça, c'est une première chose et la situation qui s'est dégradée, c'est notamment à cause de la régulation aux États-Unis et là, on peut faire effectivement le parallèle avec Binance qui a des problèmes en ce moment. Comment tu vois, toi, la situation évoluer pour Binance? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'ils vont s'en sortir avec une pirouette ou est-ce que tu penses qu'au contraire, là, va y avoir un gros coup de bâton et ça va être compliqué pour eux? Alors, il faut vraiment aborder la question avec des pincettes et voir surtout les conséquences et les répercussions que cette histoire peut avoir. Donc déjà, rappeler qui est Binance. Binance, c'est un mastodonte dans l'industrie crypto. C'est plus de 100 millions de clients à travers le monde. C'est quasiment, et c'est surtout plus de 70% de la liquidité sur le marché crypto. Et les États-Unis, le marché américain, c'est à peu près 20% de leurs clients et un peu plus de 20% de leurs revenus. Donc c'est relativement important, c'est comme très important, c'est un marché très important pour Binance. Maintenant, comment Binance a commencé ses activités? Binance a été créé en 2017. 6 mois plus tard, ils étaient leaders sur le marché. Quoi? Eh bien, déjà parce qu'ils avaient une offre compétitive et une très belle offre, évidemment, mais aussi parce qu'ils ont commencé sans procédure KYC, sans procédure AML, donc pas de procédure contre le blanchiment d'argent. Tout ça pour permettre d'onboarder, de convertir un maximum de clients et de connaître la plus forte croissance possible. Et ça a marché. Sauf que maintenant, il y a une contrepartie à cette stratégie,
c'est que les règles ont commencé à s'établir, les régulations, les régulateurs, et Binance également a fait le choix de s'implanter aux États-Unis, en France, et je pense au total dans 13 juridictions. Ce que tu es en train de dire, Maintenant, c'est qu'ils ont opté pour une stratégie ultra agressive au début pour, amener le maximum de monde sur leur plateforme et que maintenant ils récoltent un peu les pots cassés parce que tout le monde se met au diapason, tous les États se mettent au diapason, savent que la crypto c'est maintenant et c'est demain. On augmente la régulation et Binance se fait un peu taper dessus parce que, bah, voilà, ils sont passés au début avec très peu de règles. C'était beaucoup trop simple et là, maintenant, ils se font rattraper. Donc ça, on va dire que c'est le constat et en ce moment, ça tape un peu chez eux aux États-Unis. Et alors, comment tu envisages la suite pour eux? ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que, et moi, je souhaite vraiment, attention, hein, je souhaite vraiment que Binance s'en sorte. Et comme je l'expliquais, quand Binance tousse, c'est le marché crypto qui est malade, hein. Donc, il n'y a personne qui peut souhaiter de mal à Binance, et surtout d'autant plus par rapport à tout ce qu'ils ont fait, par rapport à la démocratisation de la crypto, et par rapport au financement de l'environnement Web3, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui peut souhaiter de mal à Binance. Je pense que tout le Maintenant, monde en a un peu conscience parce qu'il y a un public assez pro crypto et je pense que tout le monde a compris maintenant que Binance c'est le numéro un et que on l'a vu avec FTX. S'il arrive un peu la même chose ou des gros problèmes à Binance, clairement le marché aura beaucoup, beaucoup de mal à s'en relever et des centaines de projets mourront bien à sûr. cause d'une trésor qui fond comme neige au soleil. Voilà, je te laisse Exactement. continuer ta réflexion. Donc, alors maintenant, parlons concrètement de ce qui peut se passer, Le problème, c'est qu'ils sont face à la CFTC et à la SEC par rapport il y a une plainte par rapport à quatre problèmes, donc liés à des activités, par exemple, de trading, comme quoi ils tradaient avec des comptes propres, qui gagnaient de l'argent. Il y a des problématiques de blanchiment d'argent, il y a des problématiques de sollicitation de clients américains sur des produits non adaptés, de contournement de règles. Donc tout ça, c'est dans la plainte qui a été faite par la CFTC. Donc c'est lourd. La plainte, elle est lourde. Sans compter encore l'enquête qu'il y a à propos de deux market makers, Sigma et Merripick, si je me rappelle bien, qui étaient non divulgués par Binance. Donc, Alors, excuse-moi, des market makers, tu peux préciser ce que c'est pour l'audience qui ne sait pas forcément ce que ça veut dire? C'est des des gens qui four- amènent de la liquidité sur Binance, c'est voilà, ça? des fournisseurs de liquidités, liquidity provider. Donc, ces sociétés-là qui amènent la liquidité auraient des liens avec Changpeng Zhao. Et là, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts éventuellement. Et puis de ne pas l'avoir divulgué aux régulateurs, voilà, tout ça, ça pose des soucis de clarté, de transparence. Maintenant, clairement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, il n'y aura pas de pirouette. Il n'y aura pas de pirouette, ça c'est complètement évident, d'autant plus que c'est hautement politique. Là, ok, j'ai évoqué les problèmes réglementaires, juridiques, maintenant il y a des problèmes politiques. Binance est quand même accusé d'avoir craché FTX, enfin Champagne Xao. Donc là, il y a un problème parce que FTX, le nouveau CEO, il est en train de demander le remboursement des financements des partis politiques que SBF avait fait. Donc, il met dans la sauce les mauvaises personnes, qu'on soit clair. Il y a l'affaire Gensler. Gensler qui aujourd'hui, Binance a essayé de le recruter et les communications internes ont été dévoilées. Gensler aurait visiblement aidé Binance à contourner les règles. Gensler aujourd'hui, Tu peux dire qui est Gensler en quelques mots? le président de la SEC, Voilà, aujourd'hui. Donc quelqu'un d'assez voilà. influent, d'assez important et qui Ah bah forcément a non, des petites entrées, un bon réseau. non mais oui, là voilà. Bon, s'il y a bien quelqu'un à pas mettre dans la panade, c'est bien le président de la SEC. Donc maintenant, ça commence. Là, on commence tous à comprendre que l'histoire, elle est extrêmement complexe. Nous, quand je travaillais sur les produits dérivés avec l'entreprise américaine, on a connu une partie de ces problèmes, donc pas tous ces problèmes évidemment, mais ça a mal fini pour nous et ça nous a fortement désorganisés. Et je vais expliquer aussi autre chose qui est très important pour bien comprendre les impacts des États-Unis sur le business model de Binance. Le problème aux États-Unis,
c'est que les régulateurs, il y a une véritable ramification avec les autres régulateurs dans le monde. Je m'explique. Quand tu as un problème avec la SEC et la CFTC aux États-Unis, ça se répercute sur toutes les autres zones où tu es régulé. Pourquoi? Parce que le régulateur américain travaille avec tous les autres régulateurs du monde entier. Donc, quand tu as un problème aux États-Unis, nous, on était aux États-Unis, on était à Londres, on était régulé FCA à Londres. Donc, quand on avait un problème et une amende aux États-Unis, eh bien, ce même problème et une amende différente, eh bien, on se l'a ramassé également à Londres, parce qu'on était à Londres. Et donc, pourquoi? Parce que les États-Unis, les régulateurs communiquent avec les autres. Et donc, évidemment, tout le monde te tombe dessus quand tu as un problème. Donc, cette histoire de ramification, et d'ailleurs, je t'invite à regarder la communication de l'AMF il y a quelques jours, où on voit bien la présidente de l'AMF avec un commissaire de la CFTC. Évidemment, ils évoquent le sujet Binance. Voilà pour le tableau. Maintenant, clairement, Binance, qu'est-ce qu'il risque? Parce que c'était ça quand même la question au début. Binance, il y a deux possibilités. Soit ils vont être bannis à vie des services financiers aux États-Unis, donc Binance et son fondateur, donc Changpeng Zhao, les deux bannis à vie, et où ils vont se voir infliger une amende. Alors, je pense que ça va être colossal. Et il va falloir encore regarder à quel niveau l'amende va être infligée. Parce qu'il y a amende et amende. Il y a une amende qui peut être tellement colossale que Changpeng Zhao et Binance privilégieront peut-être le fait d'être bannis des États-Unis parce que l'amende serait tellement importante que ça ne ferait plus de sens économiquement parlant de rester aux États-Unis. Voilà la problématique auquel va être confronté Binance et Changpeng Zhao. Ouais, c'est passionnant ce que tu racontes. Il y a effectivement à la fois un peu des inquiétudes, à la fois il faut rester positif parce que ils ont l'habitude de traiter des situations compliquées, Binance. À voir comment ça va évoluer pour Binance. Tu as raison de dire qu'il y a sans doute 2 options, soit un ban global, soit ou une amende qui, on verra en fonction du montant, pourrait être cruciale pour, Binance. Dans tous les cas, le message, c'est surtout de dire, bah, attention, on ne sait pas, ça peut escalader assez vite. Binance, c'est le poids lourd, mais on l'a vu, FTX était aussi un poids lourd et en quelques heures, tout s'est retourné. On n'est pas à l'abri, tout est possible dans ce marché des cryptos, j'aime bien le rappeler. Donc, on n'est pas à l'abri que Binance subisse aussi des gros problèmes. Juste, hein, je me permets d'intervenir. Attention, Binance va pas mourir, hein. Et ils vont pas faire faillite, hein. Ça, je te le garantis. Ils vont y laisser un bras, deux jambes, deux bras, mais ils ne mourront pas ils ne feront pas faillite suite à ça. Oui, c'est que la branche américaine Voilà. qui est réellement impactée et comme tu disais, il peut y avoir quelques petits effets de bord sur, dans d'autres législations, mais voilà, globalement, ça ne remettra pas du tout en cause Mm. l'entièreté de l'entreprise. C'est Alors ça. merci déjà pour ce point de vue parce que tu vois, typiquement, c'est des informations que moi je n'ai pas et une analyse que je ne peux pas faire moi et je pense que bah, voilà, c'est cool d'avoir ce son de cloche-là venant de toi. C'est On du va repasser un vécu. peu. Ouais, c'est du vécu, donc voilà, c'est encore plus précieux comme information. On va basculer un peu maintenant sur le marché crypto. Comment toi, tu as vu émerger ce marché crypto? Tu viens de la finance traditionnelle, vous vous orientez, petit à petit et même de façon un peu plus accélérée maintenant sur ce nouveau marché de la crypto-monnaie. Quel est ton avis là-dessus et pourquoi vous avez décidé de vous orienter sur ce marché? Eh bien, écoute, en toute transparence, on n'est pas des early adopters. On n'est pas des gens qui ont adopté la crypto dès le départ. On regardait le marché croître et on voyait un peu les améliorations, la croissance, etc. du marché, la technologie blockchain, les cas d'usage de la technologie blockchain qui sont extrêmement importants, comment ça révolutionne différents secteurs, différentes industries. Donc ça, c'est fascinant. Maintenant, comment est-ce qu'on voit le marché à l'heure actuelle? Eh bien, je vais te rappeler juste quelques acteurs qui vont rentrer pour te dire que pour nous, c'est une opportunité. On voit le marché crypto comme une véritable opportunité. Aujourd'hui, tu as Fidelity qui a lancé un service de transaction sur crypto. Fidelity, c'est un poids lourd aux États-Unis. Tu vas avoir également le Nasdaq qui va être custody sur le Bitcoin et l'Ethereum. Tu as également Goldman Sachs, BlackRock, tu as l'Eurex qui lance des produits à terme sur le Bitcoin. Donc, tu as énormément d'acteurs, de players, de poids lourds
euh, institutionnels qui vont sur le marché de la crypto. Parce qu'évidemment, le crash de FTX a pu faire peur à beaucoup et peut-être certains se sont interrogés sur les cryptos, si les cryptos allaient continuer. Sauf que pour certains acteurs assez malins institutionnels, ils ont vu ça comme une opportunité de reconstruire la confiance et la sécurité sur le marché crypto. Et tout ça encore une fois, parce qu'on suit les chiffres, il faut rester factuel. Le marché crypto, malgré tous les scandales et sa pire année en 2022, avec les faillites, les scandales, etc., de janvier 2022 à janvier 2023, le marché est passé de 300 millions à 420 millions d'utilisateurs. Donc pour nous, il n'y a plus aucun débat. Le marché crypto, c'est le marché d'avenir et c'est évident que ça présente énormément d'opportunités, que ce qui s'est passé, les scandales liés à, à l'inexpérience, qui est lié au manque de professionnalisme, aux arnaques, etc., eh bien, on pense clairement qu'il y a des solutions à apporter par rapport à ça, en apportant plus de transparence, en apportant des règles de la finance traditionnelle qui pourront justement aider à sécuriser les nouveaux entrants et les utilisateurs crypto pour permettre encore au marché de croître et de se développer à travers plus de règles et de sécurité. Oui, d'accord. Donc des poids lourds arrivent, ça montre que l'adoption va continuer, va se prolonger, que c'est le marché d'avenir, tu l'as bien mentionné. Et en termes de nombre d'utilisateurs, c'est assez fou de se rendre compte que pendant un bear market, donc un cycle très compliqué, hein, où on l'a vécu, c'est pas évident, hein, quand on est dedans, tous les jours, mais il y a quand même finalement plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs, je crois, tu disais, en 1 120 an? millions. 120 Voilà, millions, 120 000 c'est 5% de la population mondiale aujourd'hui qui utilise les cryptos. Ouais, c'est complètement fou. On est vraiment sur un marché en pleine croissance. On va basculer un peu maintenant sur Winex, la plateforme de trading de crypto-monnaies que vous allez lancer très prochainement. Est-ce que tu peux me dire quelle est la proposition de valeur de Winex? Écoute, déjà, Winnex, c'est un exchange basé en France, enfin, qui a été construit par sept cofondateurs, dont moi-même, tous issus principalement de la finance traditionnelle. Pour présenter l'équipe rapidement, bon, moi j'ai déjà présenté mon parcours, mais tu as également le CEO avec qui je travaillais et qui était responsable monde des partenariats et qui travaillait également sur l'implémentation donc des bureaux de la société dans le monde, par exemple en Afrique du Sud, en Allemagne, euh, en France également, donc qui est très spécialisé sur la réglementation, donc les cadres réglementaires, et qui travaille étroitement avec les différents régulateurs dans le monde. Et donc, qui dispose aussi des certifications nécessaires, par exemple série 3 aux États-Unis, AMF en France. Enfin voilà. Donc ça, c'est le CEO. On a le CFO, qui était anciennement CFO chez JC Deco, entreprise française aussi. Le CEO, lui était managing director donc, du groupe FIS, donc numéro un de la vente de software dans la finance de marché, donc numéro un mondial. On a également notre Chief Strategy Officer qui travaillait pour Standard Bank, voilà, en Afrique du Sud. Et puis notre CTO qui est architecte, donc IT pour BCI Bank au Chili, donc première banque en Amérique du Sud, et notre CMO qui lui a mis le programme d'affiliation en place chez IG Market et qui était également responsable de l'affiliation chez OKEx Exchange. Voilà pour l'équipe. Donc maintenant, je vais présenter l'entreprise, Winex. Qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, Winex, tout simplement, c'est un exchange dédié aux traders actifs, aux investisseurs actifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se rend compte, en regardant par exemple les chiffres de Coinbase, qui sont des chiffres publics, que par exemple, Coinbase dispose de 90 millions de clients. Sur ces 90 millions de clients, il y en a seulement entre 6 et 9 millions qui passent un ordre par mois. Donc, ça veut dire que tu as 90% de clients inactifs. Nous, Winex, on se focalise sur les 10% des clients actifs. Mais également, on se focalise sur les traders actifs, sur les produits traditionnels de la finance. Futurs, CFD, voilà, produits dérivés, devises, etc. Donc, on a créé tout un écosystème dédié aux traders actifs. Comment? Autour de 5 piliers.
Donc, évidemment, l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités de trading beaucoup plus avancées. Par exemple, je vais rentrer dans les détails, mais pour avoir une petite idée, des multiple take profit, des ordres plus complexes, les ordres one cancel the other, good till cancel, fill or kill. Je suis désolé, c'est tout en anglais, hein, donc je n'ai pas la traduction. Euh, One cancel the other. Enfin voilà, c'est tout un tas d'ordres. Par exemple, le max deviation pour éviter le slippage. Ça veut dire d'éviter que le client, quand il rentre sur le marché, il rentre au bon prix et pas que son ordre, par un manque de liquidité, il se retrouve exécuté à des prix en sa défaveur. Voilà. Donc Ça, c'est tout un. excuse-moi de te couper. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas vraiment actuellement sur les autres plateformes de trading de crypto-monnaies, c'est ça? Alors, il y en a qui existent à gauche, à droite, etc., évidemment, mais pas sur une seule et même plateforme, tu n'as pas toutes les fonctionnalités. Par exemple, une autre fonctionnalité qu'on va mettre en place pour les investisseurs actifs qui ont des fonds conséquents. Par exemple, imaginons que tu as 100 000 euros. 100 000 euros aujourd'hui, il n'y a personne qui va le laisser sur un exchange. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces investisseurs? Eh bien, ils répartissent sur différents exchanges. Ils vont avoir 50 000 euros, par exemple, chez Binance, 25 000 euros chez KuCoin, 25 000 euros chez Coinbase, pour éviter voilà, les soucis, parce qu'il y a un manque de confiance dans la sécurité et un manque de confiance dans les exchanges. Donc, ils se retrouvent à gérer trois comptes différents, trois connexions différentes. C'est une tannée. Ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Donc, nous, ce que nous avons décidé de proposer, c'est tout simplement de pouvoir se connecter à Winex et de connecter l'API Binance, l'API KuCoin, l'API Coinbase pour pouvoir te donner tes résultats à travers le compte de Winex. Voilà, donc c'est réfléchi. Winex est vraiment réfléchi pour les traders actifs et les investisseurs actifs. Donc là, je suis sur les fonctionnalités de trading, expérience utilisateur. Donc après, c'est d'avoir aussi une plateforme de passage d'ordre épurée, simple d'utilisation. Tu peux trader sur les graphiques, tu visualises tes ordres, etc. Voilà, c'est ce que nous faisions sur les produits traditionnels. Premier point. Le deuxième point, ça va être la sécurité et la régulation. Voilà, je sais que y a beaucoup de gens dans la crypto qui préfèrent les DEX ou alors le fait de ne pas être régulé, le fait de ne pas faire de KYC, etc. Ça, malheureusement, et c'est pas moi qui le dis, c'est Binance, hein, on a bien vu, Binance a commencé non régulé, ils ont fini régulé. Pourquoi? Parce que ils ont pensé évidemment que la croissance du marché allait s'accompagner avec la régulation. C'est pas. Sinon, il n'aurait eu aucun intérêt à venir se réguler. Donc, évidemment, on part vers la régulation également, donc en France, pour proposer un cadre stable, un cadre contrôlé, car même si tu as confiance dans un intermédiaire, la confiance, ça n'empêche pas le contrôle. Bien au contraire, il faut être contrôlé par un organisme externe avec des règles claires et qui empêchent des conflits et mauvais comportements, etc. Donc, sécurité et régulation sur le deuxième pilier. Le troisième pilier, ça va être le service client. Parce qu'aujourd'hui, les services clients sont déplorables, mais ils sont déplorables parce que c'est la contrepartie du succès des exchanges. Enfin, je parle des plus gros. Je confirme. Comment tu peux proposer un service client de qualité quand tu as 90 millions, 100 millions, plus de 100 millions de clients? C'est très compliqué. Très compliqué. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses du service client. Moi, ce que j'en pense, c'est que sur les gros mastodontes, hein, les Binance, les Coinbase, le service client, il est globalement déplorable, hein, les peu d'échanges que j'ai pu avoir avec eux et d'autres contacts qui m'en ont parlé. Les services clients qui commencent à être relativement corrects, c'est quand on est sur des plus petites plateformes avec souvent, c'est même pas du trading de crypto-monnaie, hein, c'est juste de l'achat-vente comme sur du CoinHouse. Là, on commence à avoir un service client français qui est réactif, mais dès qu'on sort de ça, de cette sphère un peu, on va dire, plus petits acteurs, dès qu'on va sur des grosses plateformes de trading, là c'est foutu. On passe, c'est des jours et c'est un support qui est vraiment pas terrible. C'est exactement ce que je t'expliquais. Donc là, tu parles de CoinHouse. Mais par contre, quelle est la contrepartie de CoinHouse quand tu passes en ordre? Tu as des frais un peu plus élevés. Ouais, voilà. Donc, soit ça te coûte très cher, soit ça te coûte un bras, soit ça te coûte pas cher, mais par contre, tu n'as pas de service client. Donc, il y a un gap entre les deux et c'est là où Winex va être. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'en s'adressant aux traders et aux investisseurs actifs, on est plus rentable par client. Tous ceux qui sont inactifs,
Ça ne veut pas dire qu'ils ne te sollicitent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Ça ne veut pas dire que le client est inactif, lui, dans l'utilisation de tes services. Donc, ça coûte énormément d'argent et le peu de clients finalement que tu as d'actifs, eux, ben, c'est pas suffisamment rentable pour proposer des services de qualité et du coup un support client de qualité. Et c'est évident qu'en s'adressant aux traders actifs, c'est là où on peut proposer des services, un service client de meilleure qualité comme d'autres services que je vais évoquer. Donc, troisième point, le service client. Le quatrième point, ça va être la recherche et l'information de marché. C'est très utilisé dans la finance traditionnelle pour aider les gens à avoir de l'information liée sur l'évolution des actifs financiers. Et donc là, l'idée, c'est de justement le proposer aux clients via des partenaires institutionnels, des asset managers qu'on a, et de proposer des outils plus sophistiqués, comme par exemple, je ne sais pas, on a des méthodes d'évaluation dans la finance traditionnelle des actifs, comme par exemple la co-intégration partielle. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on pourrait intégrer aux cryptos. Donc, c'est par exemple la co-intégration, c'est simplement une méthode qui analyse les impacts des phénomènes macroéconomiques, je sais pas moi, les hausses des taux, le chômage, en fonction donc de ces phénomènes macroéconomiques, va te permettre d'estimer l'évolution des actifs financiers. On peut le faire sur crypto, on peut le proposer sur le Bitcoin, etc. Donc voilà, ça va être de ramener également ces outils beaucoup plus sophistiqués, institutionnels, pour aider les gens à avoir de l'information de qualité. Le cinquième point, ça va être très lié à la technologie. Il faut comprendre, quand tu montes un exchange, c'est le matching engine, c'est le cœur, le matching engine, c'est le passage d'ordre. Donc, c'est le passage d'ordre. Donc, voilà, qu'est-ce qui est important pour les traders actifs? Ça va être les cotations, parce qu'évidemment, si je te dis tu préfères acheter à 15 ou à 10, bah, tu vas me dire je préfère acheter à 10. Donc la cotation, c'est très important de proposer les meilleures cotations. Et puis en même temps, la liquidité. Tu vas me dire, ben oui, je veux bien acheter pas cher, mais je vais quand même regarder la liquidité parce que je veux pouvoir passer mes ordres entièrement, ou de la meilleure façon possible. Et la rapidité d'exécution. Donc, tu as trois choses qui sont hyper importantes. Donc, nous, on a fait un partenariat avec un institutionnel pour réduire la vitesse d'exécution dans l'industrie en général. Elle est de 100 millisecondes, passage d'ordre. 100 millisecondes. On a réussi à le réduire en dessous de 20 microsecondes. Et ça vient de l'industrie En fait, c'est tout simplement une méthode d'exécution qui est liée à l'industrie des devises, Forex, qu'on appelle une exécution ECN, Electronic Network, comparé à ce qui se fait dans le milieu de la crypto à l'heure actuelle. Rapidité d'exécution, meilleure liquidité, meilleure cotation. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, la rapidité, j'ai expliqué, donc meilleure liquidité et meilleure exécution. Ça va être lié à l'agrégation de la liquidité, c'est-à-dire de prendre la liquidité de Binance, de Coinbase, de KuCoin, de Darkpool également, et de l'agréger pour fournir le meilleur prix à l'achat et le meilleur prix à la vente pour l'investisseur. Et c'est comme ça qu'on peut être plus compétitif le premier jour que la plupart des concurrents qui ne font pas de l'agrégation d'ordre. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que tu as bien évoqué les 5 piliers et je me rends mieux compte, du coup, de tout ce que va apporter votre plateforme. Alors, je vais revenir sur plusieurs points. Là, je vais prendre le dernier là, que tu mentionnais, les API, l'agrégation des données. Donc, pour les utilisateurs, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tout ça sera géré en coulisses. En tout cas, c'est intéressant ça, plus le matching engine. Donc, comme tu dis, le moteur qui permet de passer des ordres rapidement, c'est un des atouts importants quand on choisit une plateforme, quand on est un trader. Le service client, pour moi, c'est fondamental. On a bien compris que vous vous consacrez aux investisseurs actifs. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous ciblez votre profil de client, hein, si je puis dire. Et ça, c'est une bonne idée. Alors, il y a toujours du bon et du moins bon, hein, quand on fait des choix. Mais c'est une bonne idée dans le sens où ça va être plus facile, je pense, pour vous de forger une communauté parce que vous avez un profil type très bien identifié. Donc ça, après, les gens pourront discuter ensemble facilement sur les réseaux ou si vous mettez en place je sais pas, des Discord, des Telegram, on pourra en discuter juste après.
Donc ça, c'est assez intéressant et au niveau de votre équipe, vous avez une équipe de mastodontes, hein, chaque personne est clairement à la bonne place, avec l'expérience qui va bien et avec, ouais, voilà, déjà de l'expérience dans la finance traditionnelle que vous allez amener petit à petit pour, Mmh. professionnaliser une certaine approche du marché crypto, on va dire. Merci pour cette présentation de Winex. Si je dis pas de bêtises, il y a quand même un partenaire majeur qui sort un peu du lot. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, on est rentré en partenariat donc avec GDA Capital. GDA Capital, pour les présents, c'est une entreprise nord-américaine, donc ils sont à Toronto et aux États-Unis. Ils sont advisors et ils sont partenaires donc de Winex et ils sont advisors et ils ont investi dans Winex. Juste pour donner l'historique, hein, de GDA, c'était également les advisors de la blockchain Tron et de la blockchain Phantom. Donc, ils s'occupent des tokenomics et de la stratégie go-to-market. Donc, Winex a été sélectionné parmi une centaine, voire des milliers de projets. Ils ont aimé l'équipe et le projet. Et donc, ils nous ont fait confiance et on a investi avec leurs équipes dans Winex. Voilà, donc les tokenomics de Winex ont été réalisés par GDA, ce qui est une excellente chose, puisqu'on dissocie les tokenomics et le projet, le projet. Et on Winex. sait que les tokenomics sont vraiment un élément essentiel de la pérennité d'un projet. Donc, on se rend sur une plateforme qui est, on va dire, une plateforme centralisée, donc ce qu'on appelle aussi un CEX, CEX, Centralized Exchange. Les DEX ne permettent pas de faire du trading avancé, c'est vraiment une limitation, hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est si tu veux investir long terme sans faire de trading, en gros, le mieux, c'est limite de garder tout au chaud chez toi ou de les placer pour avoir un rendement si tu veux. Mais si tu veux faire du trading à haute fréquence avec des outils très poussés, tu es obligé actuellement de passer par une plateforme spécialisée et qui est généralement forcément centralisée. Donc ça, c'est quand même une contrainte actuellement et donc c'est ce modèle que vous vous orientez, vous, sur ce modèle, hein? Eh bien, je sais très bien que les decks sont à la mode et c'est vraiment la tendance, mais c'est une innovation qui est géniale, les decks, hein. Nous, moi, personnellement, j'adore. Voilà, je critiquerai jamais les decks. Maintenant, moi, ma problématique, elle est toute simple, hein. Je vais te dire pourquoi on a fait centraliser Exchange et pas décentralisé. Toute l'expérience utilisateur, elle est plus simple avec un sexe. Moi, ma question, est-ce que tout le monde est capable de détenir ses propres clés? Bah, tout le monde ne le peut pas, mais nous, on est plutôt dans le mode où on les incite à se rendre compte que c'est important de détenir Oui. leurs clés et leurs jetons. Mais tout le monde n'est pas prêt à ça et à avoir cette responsabilité-là. Mais ça provoque aussi des soucis dans la sécurité même. Voilà, il y a combien de clients également qui veulent pas détenir? C'est un peu comme si je disais, euh, tu vois ton compte en banque, et ben tu retires tout ton argent de ton compte en banque et tu le mets sous ton matelas. C'était fait avant. Et c'est vrai, c'est sous ton matelas, c'est à toi. Mais tu vas dire, mais attends, mais là, il y a des problèmes aussi de sécurité, voilà. Donc, c'est évidemment une avancée monstrueuse, mais ça pose des questions et ça pose d'autres problématiques. Garder ses clés privées, ses actifs de façon sécurisée hors d'un, on va dire, un intermédiaire, ça a pour moi du sens, si on est conscient de la responsabilité que ça implique et de tout ce que ça implique en termes de sécurité. Effectivement, il faut prévoir pas mal de scénarios en compte, si ta maison brûle, si jamais tu Oui. meurs, comment les gens, récupèrent, on va dire, les actifs qui sont, sécurisés sur ce portefeuille. Ça implique plein de choses et ça permet aussi déjà aux gens de se poser des bonnes questions sur, comment on gère la sécurité de ses actifs. Après, c'est toute une éducation qu'il y a derrière. Voilà, le message, c'est clairement les SEX actuellement, c'est, indispensable. Et vous, vous partez sur cette solution-là, qui a totalement du sens parce qu'on s'adresse à des traders actifs, des investisseurs actifs qui ont besoin Mm. d'outils, qui ont besoin de performance. Et en ce sens, c'est la meilleure option actuellement. Donc, c'est totalement logique. On va finir cette interview sur une question assez large parce que tout ce qui est trading, spéculation, je pense que tu le sais, mais c'est pas forcément vu d'un très bon œil par une partie de la communauté crypto, hein, qui est très attachée aux valeurs de Bitcoin, des cypherpunks, Oui. de décentralisation, de désintermédiation, d'amener vraiment de la valeur, plus de la valeur dans l'économie réelle, on va dire, plutôt que d'amener de la spéculation, d'amener du trading, d'amener des produits financiers. C'est à la fois compréhensible d'être accroché à ces valeurs, parce que quand on creuse, moi, typiquement, quand j'ai creusé un peu l'histoire de Bitcoin, la technologie, tout Mm. ça, petit à petit, je m'accroche beaucoup à ces valeurs-là.
Mais c'est aussi un peu hypocrite et je m'en rends compte parce que quand, moi je suis rentré pour, faire de l'argent, hein, sur le marché des cryptos, je ne le cache pas. Quand j'interroge les gens, 90 à 95 des gens me disent aussi que c'est initialement pour gagner un peu d'argent, se faire un billet. Donc c'est un peu hypocrite, de reprocher, le trading et la spéculation, sachant qu'à la base on vient pour ça. Et voilà, la question c'est: qu'est-ce que toi tu penses de ce côté-là et comment tu réponds aux détracteurs qui vont te dire inévitablement: «Oui, mais vous amenez de la spéculation, vous amenez, du trading et c'est pas ça l'essence même de la crypto-monnaie, voilà, on préférerait que vous soyez pas là, quoi». Comment tu réponds à ces gens-là? Bien, tout simplement, je pense que effectivement, ça a commencé avec le Bitcoin, mais après ça s'est élargi, à l'Ethereum, ça s'est élargi, XRP, Dodge, Shiba, et cetera. Mais pourquoi ça s'est élargi, les NFT, et cetera? Comment est-ce que ça a fonctionné? Parce que le Bitcoin, ça a fonctionné. Mais comment le Bitcoin a fonctionné? Parce qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent, on est d'accord. Si on s'était tous ruinés sur le Bitcoin dès le départ, est-ce qu'il y aurait eu toutes ces nouvelles applications, cas d'usage, et cetera? J'y crois pas 2 secondes. Donc après, effectivement, reprocher le trading, la spéculation, bon, c'est pas la même chose, hein, le trading et la spéculation. Mais reprocher la spéculation, alors là, pour le coup, c'est assez malhonnête intellectuellement, puisque c'est, la spéculation qui a permis, l'essor des crypto-monnaies, et des cas d'usage, de nombreux cas d'usage, qui a permis, l'essor de nouvelles cryptos, de nouvelles blockchains, et cetera. Moi, je connais pas d'investisseurs qui, investissent dans des projets pour perdre de l'argent. Maintenant, concernant le trading, alors là, par contre, c'est un peu différent parce que là, on va rentrer vraiment dans le concret pour les cryptos. Le trading, ça ramène de la liquidité. La liquidité, ça permet, aussi de baisser, la volatilité. Aujourd'hui, plus un actif est liquide, moins il est, amené à être volatile. Donc c'est important, cette liquidité-là, de la part des gens qui font du trading, du HFT ou, qui interviennent de toute façon, de façon régulière sur les marchés. C'est très important pour réduire la volatilité et ça a un impact positif parce qu'aujourd'hui, on parlait de différents cas d'usage des cryptos. En Afrique, typiquement, heu, on voit bien sur les moyens de paiement, c'est un marché extraordinaire et c'est là où il y a un énorme avenir avec les payment rails que les rails de paiement que propose la crypto, c'est vraiment assez exceptionnel. Donc là, il y a vraiment les paiements en crypto qui sont développés. En Amérique du Sud, c'est un peu pareil. Par contre, en Europe, c'est pas du tout la même chose. Cas concret pour un Africain, par exemple, un Africain ou un Sud-Américain. Il va payer en crypto, mais regarde ce qui s'est passé sur le Bitcoin. En 2 jours, le marché par exemple, a baissé de 10%. Donc lui, en possédant son Bitcoin, eh ben, en 2 jours, il a perdu 10%. Donc il y a besoin pour que les cryptos soient adoptés, en tout cas le Bitcoin à l'heure actuelle, puisse être adopté comme moyen de paiement, de ramener plus de liquidité sur le marché pour plus de stabilité et évidemment, derrière, de pouvoir aussi développer les paiements. Et ça sert à l'ensemble du marché. Ça ne sert pas qu'à la spéculation. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y aura un équilibre à trouver où la volatilité permet de faire des performances exceptionnelles et c'est ça qui attire souvent sur le marché de la crypto-monnaie. Mais on va tendre vers un marché de la crypto-monnaie qui va un peu se stabiliser avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Tu les as mentionnés, hein, Fidelity, BlackRock. Ah, ils vont amener énormément de liquidités, des capitaux, qui fait que ce sera de plus en plus dur de manipuler, sauf s'il y a une concentration de Bitcoin ou de crypto sur certains gros acteurs. Ça, il faudra surveiller ça avec attention. Et globalement, c'est censé amener de la liquidité, stabiliser le marché, rendre la monnaie un peu plus cohérente, dans les pays qui s'en servent réellement comme un moyen de paiement, comme une monnaie, notamment donc en Afrique, tu l'as mentionné. Et après, il faudrait voir au quotidien, je serais intrigué de voir comment s'en servent, les Africains, ils se rendent compte de ces fluctuations ou est-ce que finalement, sur du long terme, ça monte, ça descend? Des fois, c'est dans le mauvais sens, ils perdent un peu de valeur, des fois, c'est dans le bon sens, ils gagnent un peu de valeur. Et est-ce que réellement, ils suivent au quotidien un peu les fluctuations ou est-ce que finalement, bah, c'est une monnaie qui fluctue et sur du long terme, globalement, on s'en sort, plutôt bien avec le bitcoin notamment? Voilà, ça c'est une vraie question ouverte et je serais curieux d'avoir, quelqu'un qui est implanté là-bas pour me faire ce retour. Ben, nous, on a des partenaires en Afrique, hein. Winnet, on a de nombreux partenariats en Afrique, que ce soit au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest, au Cameroun notamment.
Évidemment, c'est ce que j'évoquais, les moyens de paiement, c'est vraiment, l'avenir, et la crypto va pouvoir résoudre énormément de problèmes. Juste pour donner un chiffre concret, au Nigeria, le taux de débancarisation, donc de gens qui n'ont pas de banque, c'est 95. Et les cryptos, clairement, tu regardes, c'est un des pays, où il y a le plus d'utilisation des cryptos. Donc, quand les cryptos baissent, eh ben, ça fait mal quand même aux populations qui adoptent la crypto comme moyen de paiement. Et c'est là où il faut trouver une solution quand même pour la stabilisation des prix, pour justement d'éviter que bah, les gens qui, par exemple, payent en Bitcoin bah, se retrouvent du jour au lendemain. Après, tu as les stablecoins, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, donc ça peut ramener également beaucoup de bonnes choses. J'en profite juste pour rebondir sur le cas du Nigeria qui est pour moi très intéressant. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a pas mal de choses qui expliquent ça. Bah, non seulement le fait que ce soit un pays en développement, que la monnaie est pas très stable, que donc ça donne forcément un peu de force à la crypto et à Bitcoin notamment. Et l'autre axe intéressant, c'est qu'il y a une monnaie numérique de banque centrale qui a été mise en place au Nigeria, qui est le INERA, INERA, je crois, INERA, qui a été globalement, on va dire, rejeté et qui a oui, aussi donné de la force à la crypto et à Bitcoin. Ce qui fait que effectivement, il y a une population qui est quand même très pro, Bitcoin. J'ai pas de chiffres en tête, hein, donc je peux pas vous en donner. Mais c'est ça qui aussi, montre qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer dans le temps. C'est intéressant d'analyser ce pays du Nigeria qui ont besoin de financiariser leur population, qui ont besoin d'un moyen de paiement fiable et si possible un peu moins volatile, c'est sûr. Mais parallèlement, comparé à leur monnaie locale, c'est peut-être pas si volatile que ça le bitcoin et en plus, on voit qu'il y a un rejet un peu de la monnaie, de banque centrale qui essaye d'être mise en place et que ça donne de la force à bitcoin. Donc en fait, c'est fou ce qui est en train de se passer, hein, dans le monde. On se rend pas compte parce qu'on n'entend pas parler aux journaux chez nous, mais quand on se spécialise un peu et qu'on analyse ça, c'est super intéressant de voir comment la population réagit à ça. Voilà, c'était la petite parenthèse Nigeria. Je trouvais ça intéressant de mentionner ça. moi, je t'invite et j'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder comment Christine Lagarde s'est fait piéger là dernièrement et évoque la création de l'euro numérique. Hein. C'est Alors assez ça, intéressant. c'est parfait parce qu'effectivement, il y a Christine Lagarde qui s'est fait avoir dans une vidéo. Il y a d'autres vidéos qui circulent qui montrent clairement, ce qu'il y a derrière ces monnaies numériques et je vais faire un épisode dédié sur ce podcast parce que là, il y a trop d'enjeux, c'est trop important pour que je ne fasse rien là-dessus. Donc je prévoirai un épisode dédié là-dessus. Et j'ai fait une présentation, sur justement les monnaies numériques de banque centrale il y a encore 2 jours là et ouais, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à sensibiliser les gens dessus. Donc, ce sera prévu, hein. Je pense en mai, il y aura un épisode là-dessus, c'est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Très intéressant et comme ça, tout le monde comprendra pourquoi ça ne va pas marcher, pourquoi ça va prendre le mur. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Un petit spoiler, il y a pas grand-chose derrière. Spoiler alerte. Mais voilà, on aura l'occasion de faire un épisode dédié là-dessus d'une demi-heure, je pense, parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses à dire et pas grand-chose à dire. Peut-être qu'on pourrait faire, finir cette interview par un petit commentaire sur le prix du bitcoin. Comment tu le vois évoluer? Quel est ton avis sur le prix du bitcoin actuellement? Eh bien, écoute, depuis des mois, on est dans un range. Hein, on voit bien depuis des mois, c'est un range. Maintenant, il y a beaucoup d'informations de marché qui font du bruit, comme par exemple le fait que Binance transforme 1 milliard de BUSD en Bitcoin, en Ether, en BNB. On voit bien que le plan de sauvetage de la Fed, l'injection des 300 milliards, pareil, ça a un impact significatif sur le marché des cryptos, principalement du Bitcoin même. Et puis, on a énormément d'informations comme ça qui arrivent constamment. Donc, moi, je suis pas trader ni analyste, mais je prévois qu'à terme, pour ceux qui continueront à tenir sur le long terme, le Bitcoin va très clairement et les autres altcoins, même s'il y a moins de corrélation en ce moment, très clairement, c'est un marché qui va partir à la hausse. C'est une question de temps. On voit également, et ça, ça teste par autre chose, c'est qu'on voit également une politique moins restrictive, moins contraignante de la Chine vis-à-vis des cryptos. C'est une information extrêmement importante. Parce qu'effectivement, si la Chine venait à réouvrir le marché, alors, à mon avis, je ne me risquerais pas, comme le CEO de Messari, à dire le Bitcoin à 100 000 $, etc. Mais en tout cas, c'est clair que ça va accélérer la croissance
des cryptos. Et aussi et surtout, tous les institutionnels dont je parlais tout à l'heure qui rentrent dans le marché. Ils rentrent dans le marché avec des nouveaux produits, comme par exemple les contrats à terme sur de l'Orex, sur le Bitcoin. Les conseillers en gestion de patrimoine, les FI en anglais. Eh bien, il y a de plus en plus de monde de la finance traditionnelle qui propose des nouveaux produits et liés aux cryptos, et ça ramène de la liquidité, ça ramène de l'intérêt, et évidemment, le marché est orienté fondamentalement à la hausse. C'est mon analyse. C'est ton avis et c'est ton avis C'est mon personnel analyse. et tu parles en ton nom propre pour cette analyse-là. Exactement. Et moi, mon analyse, c'est que je suis un peu ton raisonnement, hein. Je pense que ça va continuer de bien se développer et qu'il y a un bel horizon pour Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. La question de la Chine, c'est une question importante. Moi, j'ai du mal à imaginer la Chine revenir en mode favorable à Bitcoin parce qu'ils ont une stratégie qui, pour moi, est un peu à l'opposé, mais on sait jamais. On sait jamais et c'est clair que ce serait un énorme boost pour le marché. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Benjamin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau est-ce qu'on peut suivre les développements de Winex? Et voilà, est-ce qu'il y a une plateforme privilégiée? Eh bien, écoute, on a lancé nos réseaux sociaux il y a un peu plus de 3 semaines et on est très content puisqu'on est déjà à plus de 4000 followers. Vous pouvez nous suivre principalement donc sur Facebook et Telegram. On commence seulement à mettre les réseaux en français. Donc n'hésitez pas, Facebook, Telegram, Twitter. Là, on a commencé également Twitter, puisque c'est un réseau important. Discord également. Et LinkedIn, où vous pouvez retrouver l'équipe et Winex, la communication sur les avancées de Winex. J'en profite aussi pour mentionner qu'on n'a pas tout abordé dans cet épisode parce qu'il y aura sans doute un deuxième épisode avec Winex, soit avec toi Benjamin, soit avec quelqu'un d'autre de ton équipe, parce qu'on a encore plein de choses à voir, que ce soit rentrer un peu plus dans le détail sur la plateforme en elle-même, mais aussi parler du jeton. Il va y avoir une ICO avec un jeton qui va être mis en vente, donc ça il faut qu'on en parle pour voir un peu les mécanismes derrière tout ça. Et évidemment, on va aussi rebondir un peu sur de l'actualité, sur de la finance traditionnelle versus finance crypto. Ça m'a vraiment plu dans cet épisode et j'adore l'expertise que vous pouvez amener et votre vision des choses qui, vous, êtes vraiment à cheval entre les deux. Là où moi, je suis que du côté crypto et où j'ai une analyse qui est forcément un peu orientée, un peu biaisée. En tout cas, merci et puis bonne continuation. Salut Benjamin. Super, merci. Bonne journée, au revoir.